Voilà, je vais laisser se saluer. Je vous propose de commencer. Bienvenue à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir ici sur un sujet dont on va sans aucun doute entendre énormément parler, dont on a déjà entendu parler, mais dont on va encore entendre énormément parler dans les prochains mois et les prochaines années. Peut-être juste quelques mots pour d'abord remercier EY de prendre un peu de temps pour nous sur ce sujet-là, remercier les collègues qui ont organisé ça et vous dire qu'au nom de la direction de la banque, on est vraiment totalement investi sur ce sujet de la durabilité, de la sustainability, et pas d'une manière opportuniste, comme ça a probablement été le cas dans beaucoup d'organisations il y a 10 ans, 7 ans, 8 ans, mais d'une manière purement, je dirais, convictionnelle, par conviction. C'est-à-dire, nous sommes convaincus que notre métier est occupé à évoluer, l'ADN de notre métier, et c'est d'être aux côtés des entrepreneurs et des entreprises pour comprendre tous ensemble ce qu'est cette question du CO2. Alors, on a tous une connaissance plus ou moins diverses et variées, mais quels sont les calculs qu'il faut effectuer en matière CO2, quels sont les aspects, les défis réglementaires, qu'est-ce qui peut se faire, ne doit pas se faire, qu'est-ce qui est à long terme, à court terme, bref, une série de questions pour lesquelles nos analystes de crédit, nos chargés de relations entreprises sont occupés à apprendre avec à leur service évidemment des experts, tout un nouveau métier pour essayer de vous amener et évidemment de dialoguer avec vous parce que vous allez aussi nous amener votre connaissance, essayer d'échanger et d'apprendre tous ensemble parce que le défi en tant qu'humain qui nous attend, c'est un défi qu'on va relever ensemble et ce n'est pas les banques d'un côté et les entreprises de l'autre côté, je crois que c'est tous ensemble. Alors, je vous disais, c'est par conviction qu'on le fait. On est convaincu que c'est notre rôle, c'est notre métier. Mais aussi, soyons honnêtes, on le fait par aussi obligation réglementaire, puisque avec, et vous en parlerez tout à l'heure bien mieux que moi, avec le Green Deal, avec la taxonomie européenne et tout ce qui arrive, CSRD, mais aussi toutes les normes en matière d'asset management, nous avons l'obligation de reporter régulièrement, d'ores et déjà, auprès de la BCE, auprès de la FESEMA, de la BNB, mais surtout de la BCE, de où vont les capitaux investis par la banque, c'est-à-dire où va l'épargne des citoyens qui est récoltée, qui est réinvestie dans l'économie. Et on doit justifier de cela, et avec probablement, alors on n'est pas encore très sûr à quelle sauce on va être mangé, dans le futur, des pénalités en capital pour les investissements qui ne répondent pas aux normes de CO2 désirées. Et donc ça veut dire que, vous l'avez entendu, dans un autre registre qui est la liquidité des banques avec le bon d'État, mais vous allez probablement l'entendre dans les années à venir avec le capital des banques, c'est-à-dire le capital des banques sera avant tout distribué, quand je dis la liquidité et le capital des banques, sera avant tout distribué aux projets qui répondent et dont l'entreprise peut prouver par des datas et des analyses et des experts agréés, peut prouver que c'est bel et bien CO2 friendly. Et si ça ne peut pas se faire, soit le crédit n'aura pas lieu, soit il aura lieu à des conditions qui seront vraiment très différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc nous pressentons, et c'est ça peut-être qui est intéressant à partager, et CSRD finalement, on le voit comme une obligation légale, mais on peut aussi le voir comme un outil incontournable, mais surtout un outil dont il faut essayer de se dire qu'est-ce que je peux en faire comme opportunité. Et pour l'entreprise, c'est au plus vite d'essayer de l'intégrer et au plus vite de venir vers le monde de la banque en disant « je suis conscient de, voilà mon projet, voilà l'avantage qu'a mon projet par rapport à d'autres manières de le faire et donc, chère institution financière, je vous mets dans les conditions pour m'octroyer ce financement dans les meilleures conditions possibles. » Et je pense que vous aurez évidemment beaucoup d'avantages en tant qu'entreprise, et après je vous laisse la parole, dans les prochaines années, parce qu'il va y avoir sans aucun doute, et on le perçoit déjà aujourd'hui sur les deals de project finance principalement, il va y avoir une course pour les banques à essayer de trouver ces actifs, ces financements
pour des actifs les plus verts possibles. On doit encore s'entendre, c'est un autre débat sur la question du vert, hein, et vous avez vu en Allemagne les problèmes de Deutsche Bank sur c'est quoi le vert et le green bashing. Attention, on sera aussi extrêmement attentif à ça. Donc tout ça pour vous dire, on le fait par conviction, on le fait par obligation. On est ravis de vous avoir ce soir et je vous cède la parole pour le reste. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Merci à CBC de nous accueillir pour cette session également ce soir. Alors nous sommes très heureux d'être là pour discuter de ce sujet important et qui est un sujet d'actualité, à savoir les sujets de durabilité ou ESG, comme vous le verrez plus tard. Et quand je dis nous, en fait, pour nous présenter très brièvement, il s'agit de l'équipe en fait Climate Change et Sustainability Service d'EY en Belgique, qui est représentée aujourd'hui par Léopoldine, senior consultante, Arnaud, senior manager, et moi-même, responsable de l'équipe en Belgique, qui compte pour l'instant 27 personnes, mais qui est une équipe grandissante étant donné l'importance du sujet, et qui faisons partie aussi d'un réseau international d'experts, puisque EY évidemment est un groupe international. Le sujet de durabilité est un sujet très vaste, comme vous le verrez au cours de la présentation. Et donc, nous sommes dans un réseau d'experts de plus de 3000 personnes aujourd'hui. Alors, les sujets sur lesquels nous travaillons, très brièvement, bien voilà, un aperçu sur le slide. Vous voyez évidemment, dans le domaine de la sustainability, de la durabilité, il y a plusieurs aspects. Alors, en Belgique, notre équipe travaille sur les aspects d'audit, donc de cette information que l'on dit encore parfois non financière, mais qui est très fortement liée justement à l'information financière, comme vous pourrez le voir et comme monsieur l'a très justement introduit. Et donc, nous travaillons sur les problèmes, enfin sur l'audit, mais aussi sur le conseil, comment accompagner les entreprises dans leur mise en place de cette conformité avec les différentes législations et régulations. Et alors, au sein de l'équipe belge, nous avons une expertise plus technique sur 3 sujets en particulier, donc à savoir l'économie circulaire et en particulier le packaging, la biodiversité et tous les aspects de changement climatique, analyse de risques liés au climat, développement de roadmap de décarbonisation pour les entreprises. Voilà, je m'arrête là dans notre présentation. Nous sommes à votre disposition évidemment pour en discuter plus longuement. Mais le sujet aujourd'hui, c'est de vous donner un aperçu de tout d'abord ce qu'il se passe au niveau européen. Parce que les choses bougent en ce moment, bougent très vite, avec des répercussions évidemment pour les entreprises. Et donc la première partie de cette session sera vous présenter un aperçu de ces différentes législations avec un focus en particulier sur la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive. Après, nous ferons ensemble une vue un peu plus détaillée sur le concept de double matérialité. Donc, on essaiera de vous expliquer simplement, mais qui est une étape cruciale pour les entreprises dans leur démarche de sustainability. Après, je dirais, nous verrons ensemble comment mettre en place de manière structurée, efficace, cette préparation et cette mise en conformité. Et puis évidemment, nous terminerons par une session de questions-réponses parce que voilà, le sujet soulèvera de nombreuses questions et donc on aura cet échange et cette interaction avec vous au terme de la session. Voilà, donc je laisse la parole à mon collègue pour vous présenter la première partie sur le contexte. Merci Sophie. Alors voilà, je vais commencer avec donc ce chapitre 1, CSRD, mais avant toute chose, je voulais vous parler et prendre 2 minutes juste sur l'aspect plus global. Je pense qu'on est tous au courant qu'on est un peu dans cette climate emergency qu'on dit aujourd'hui. Je pense que si on regarde un peu les feux de forêt au Canada ou les inondations récentes à New York, c'est certain que le climat est en train de changer. Et que donc on peut voir des leaders à travers le monde, des célébrités qui commencent à en parler. C'est certain que même les employés sont aussi intéressés à s'engager dans des entreprises qui bougent. Les consommateurs aussi veulent avoir beaucoup plus d'aspects au niveau durabilité dans les produits qu'ils achètent. Bref, nous aussi, citoyens, on aimerait que ça bouge. Et donc, dans cet aspect-là, il y a vraiment la durabilité qui est au centre des conversations aujourd'hui. Et on en parle un petit peu.
Le GIEC, ceux qui font beaucoup de rapports et qui analysent tout ce changement climatique, je voulais juste ici capturer 3 messages clés. Alors le GIEC, il publie des rapports spécifiques, il publie des rapports tous les 5-6 ans, ils ont un tout petit budget. C'est une association de pays qui résume tout des rapports scientifiques à travers le monde. Ils font un rapport de 4000 pages très détaillé que je n'ai pas lu. Ils font un rapport un peu plus condensé de 150 pages technique aussi que je n'ai pas lu. Par contre, ils font un rapport de 42 pages pour les policymakers et ce résumé est toujours intéressant à lire. Et alors ici, voilà, je capture, j'ai envie de dire 3 messages clés. Le premier, c'est vraiment de se dire, en fait, on émet des émissions depuis 150 ans et que si on veut garder un climat apaisé, j'ai envie de dire, le budget qui reste carbone est assez faible. On parle de plus ou moins 8% par rapport à tout ce qu'on a déjà émis. Bien sûr, c'est en fonction de garder un scénario de 1,5 degré, donc c'est-à-dire un scénario qui nous permet vraiment de vivre encore confortablement. L'autre aspect clé, finalement, le temps presse. Si on continue à émettre autant d'émissions qu'on fait aujourd'hui chaque année, les prochaines décennies, mais en fait, la fenêtre d'ouverture pour garder, j'ai envie de dire, un climat stable, en fait, elle est courte. Donc, l'action doit vraiment se passer cette décennie. Et alors, finalement, on parle de différents scénarios, 1,5 degré, 2 degrés, les 4 degrés les plus pessimistes, j'ai envie de dire. Voilà, il faut se retenir aussi que entre, j'ai envie de dire, 1,5 degré et 2 degrés, il y a 1,6, il y a 1,7. Donc, rien n'est perdu, mais chaque degré compte parce que l'impact sur la société sera de plus en plus important. Voilà, donc juste une introduction avant de pouvoir se dire que, voilà, pour terminer, j'ai envie de dire, quelle vision est-ce qu'on pourrait avoir des choses et de comment on peut avancer et comment les activités humaines devraient un peu mieux se définir. Alors il y a peut-être ceux qui connaissent Kate Raworth qui a créé cette image du donut. Donc il faut peut-être un peu se représenter voilà, les activités humaines d'un donut auquel on a la frontière externe qui sont en fait les limites planétaires. Alors ça a été défini par l'Institut de résilience de Stockholm, mais ils en ont défini 9 sur l'eau, l'acidification de l'océan, le changement climatique et des choses comme ça. Pour votre information, on a déjà passé 6 des 9 limites, donc de nouveau le temps presse. Mais bien sûr, dans ce donut, il y a la frontière interne. L'air de rien, on veut aussi pouvoir rencontrer les besoins de la société, les besoins qu'on a de manger, de mobilité, d'habitat et des choses comme ça. Et donc voilà, c'est peut-être là auquel il y a un peu ce sustainable development, c'est au sein de ce donut dans la vision qu'il faudrait essayer d'avoir. Alors, voilà, mettons-nous en mode de marche, j'ai envie de dire, pour essayer d'atteindre cette vision. Et certainement, côté régulatoire, il y a ce Green Deal européen qui a été défini, auquel on a vraiment ces 4 dimensions. La CSRD, dont je vais parler aujourd'hui avec la taxonomie. Il y a aussi la Due Diligence Directive, au niveau d'identification justement des impacts environnementaux et des droits humains pour l'organisation et pour la chaîne de valeur, qui arrive les prochaines années. Et alors, la Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui est justement beaucoup plus pour les acteurs financiers. Alors, un petit mot d'abord juste sur qui va être dans le scope de la CSRD. Donc ici, vous avez un aperçu global de comment ça commence. Alors, ça commence déjà l'année prochaine pour toutes les entreprises qui étaient touchées par la NFRD. C'était l'ancienne réglementation qui était non obligatoire et qui avait un certain threshold du nombre d'entreprises. On parle de 500 employés, donc c'était beaucoup plus, j'ai envie de dire, les entreprises cotées. Mais alors, à partir de 2025, pour les données de 2025, donc pour le reporting en 2026, là, le scope est beaucoup plus grand, puisque ça va toucher beaucoup plus d'entreprises qui répondent à 2 des 3 critères. Donc le premier critère, c'est la balance sheet qui doit être supérieure à 20 millions, net turnover au-dessus de 40 millions, et alors un minimum de 250 employés en moyenne sur une année fiscale. Donc là, en effet, le scope est beaucoup plus grand. Et puis alors en 2026, alors il y a tout ce qui est voilà, les petites et moyennes entreprises cotées qui sont aussi dans le scope. Eux, ils ont la possibilité de faire un opt-out pour 2 ans. Et alors à partir de 2028, là, on parle de justement tout ce qui est entreprise ou les filiales des entreprises non européennes qui seront touchées par cette CSRD aussi. Je pense que le chiffre clé ici, peut-être les 2 choses à retenir, c'est que avant la NFRD, elle touchait 11 000 entreprises en Europe de manière non obligatoire. Aujourd'hui, on parle de
50 000 entreprises de manière obligatoire. Et donc, il va vraiment avoir un changement en termes de reporting, certes, mais je vais vous montrer que le reporting est quand même complexe et complet. Et donc, voilà, c'est l'idée de pouvoir avancer d'une manière opportuniste ou par conviction, comme vous l'avez dit, et de manière aussi obligatoire. Alors, comment est-ce que ça se passe? Ben voilà, donc il y a cette idée de challenge de se dire, ben on est déjà comment dire, le reporting financier est déjà bien avancé. On aimerait que le reporting ESG soit de même niveau, j'ai envie de dire, et on aimerait faciliter justement cette histoire de comparabilité entre les entreprises qu'il n'y avait pas avant. Et donc, pour réussir ces deux challenges, on a ce groupe qui s'appelle EFRAG, voilà, Technical Advisor de la Commission européenne, qui a défini comme solution ces ISRS, qui sont les standards au sein de la CSRD. Alors, que disent ces CSRS, Eh ben, ils sont structurés selon 4 dimensions de reporting. Donc, il faut faire du reporting sur la gouvernance, il faut faire du reporting sur sa stratégie, et il faut faire du reporting sur le management de ses impacts positifs, négatifs. Et la 4e dimension, c'est faire du reporting sur les métriques et sur les cibles. Si vous voulez faire une décarbonation, c'est quoi la cible? Combien vous voulez réduire d'émissions en horizon 2030, 2040, 2050? 3 topics, je pense que c'est clair. ESG, tout ce qui est environnement, tout ce qui est social, mais tout ce qui est aussi gouvernance fait partie de ces ISRS. Et alors, on a différents types de standards. Aujourd'hui, on parle beaucoup de standards qui sont secteur agnostiques, qui touchent tout secteur, mais on va avoir dans les futures années des standards par secteur. D'abord les secteurs qui émettent le plus d'émissions, comme oil and gas, mining et des choses comme ça. Alors comment est-ce que qu'est-ce qui a déjà été publié dans ces standards de secteur agnostique? Il y a 12 standards, il y en a 2 qui sont généraux, ce qu'on appelle le General Requirement et le General Disclosure, qui justement, entre autres, il va falloir montrer comment on a fait un processus de double matérialité, et on va en parler juste après. Et alors, il y a 10 standards par topic. Il y en a 5 sur l'environnement. On parle du changement climatique, pollution, tout ce qui est l'eau, la biodiversité et l'économie circulaire. Il y en a 4 sur tout ce qui est social, forcément sa propre force de travail, les travailleurs au sein de sa chaîne de valeur, les communautés qui sont affectées par ces opérations et finalement les consommateurs et les utilisateurs de ce que l'entreprise vend. Et le dernier, c'est tout ce qui est business conduct. Alors, on descend encore d'un niveau. Finalement, parmi tout ça, comment est-ce que cette architecture au sein de ces 10 standards est structurée? Eh ben, on a en fait plein d'exigences de reporting. On parle de 82 exigences de reporting et le niveau diffère parmi ces 10 standards. Et parmi ces disclosure requirements, on parle de 1000 data points. Ça veut dire qu'on peut avoir, par exemple, calculer son scope 1 et 2 d'émissions, c'est un point. Calculer scope 3, c'est un autre point. Donc il y a vraiment beaucoup de points à faire du reporting. Forcément, qu'est-ce qui est obligatoire pour les entreprises? La première étape, c'est les 2 premiers, tout ce qui est vraiment cross-cutting standard, ça veut dire tout ce qui est general principle, general information, la double matérialité, tout le monde devra faire du reporting là-dessus. Et puis, le reste du reporting dépend justement de cette double matérialité dont on va vous toucher un mot après. Là, l'entreprise doit regarder quels sont les impacts de l'organisation. Et à propos de ça, alors on peut faire du reporting spécifique sur ces différents standards. Imaginons une entreprise qui peut-être n'est pas touchée par ou ne touche pas la biodiversité, ne devra pas faire du reporting sur la biodiversité. Et une fois qu'on a déterminé ça, le changement qu'il y a eu cet été avec l'adoption du dernier acte par la Commission européenne a mis, avec les discussions qu'il y a eu entre le draft et la dernière version, voilà, ils ont compris aussi que ça allait impacter très fort les entreprises et donc ils ont voulu mettre, en quelque sorte, laisser le temps de tout le monde s'adapter. Et donc, ils ont mis certaines mesures en phase-in. Ils ont mis certaines mesures de manière obligatoire et d'autres de manière volontaire. Je prends l'exemple justement que, par exemple, quand on parle d'émissions, il y a les émissions de ses propres opérations et les émissions dans sa chaîne de valeur. Ils ont décidé que pour les entreprises de moins de 750 employés, voilà, il y aurait la première année, pas besoin de faire du reporting sur le scope 3, qui est les émissions sur la chaîne de valeur. Alors, maintenant, juste un mot sur la taxonomie européenne. Donc,
l'autre aspect dont les entreprises devront aussi faire du reporting. Voilà, ici, il faut bien comprendre que l'idée, c'est d'avoir cette classification d'activités économiques durables. Et donc, ils ont créé toute cette classification pour justement mettre en ordre le type d'activités économiques qu'on va pouvoir financer et que les entreprises vont devoir faire du reporting pour savoir à quel point ils sont engagés vers la taxonomie. Donc, on a à la fois une classification qui a été définie, qui est comment dire, toujours updaté par la Commission européenne, et en même temps, derrière ça, il y a des exigences de reporting aussi. Alors ici, le scope d'application est un peu différent. Il y a à la fois des mesures qui doivent être adaptées par les États membres. Les participants du marché financier, les acteurs financiers doivent aussi répondre à cette taxonomie. Et finalement, les compagnies, les entreprises qui sont impactées par la CSRD doivent aussi faire du reporting sur la taxonomie. Là, c'est déjà en route. Donc, toutes les entreprises que j'ai dit au début qui étaient déjà impactées par l'ancienne réglementation sont déjà occupées à faire du reporting sur la taxonomie. Et alors, forcément, les autres entreprises qui sont sous la CSRD vont devoir s'y mettre aussi. Alors, comment est-ce que cette classification fonctionne? S'il y a deux termes à retenir, c'est le côté éligibilité et le côté aligné. Donc, il faut d'abord regarder si les activités économiques sont éligibles. Et là, il y a 6 objectifs environnementaux. Forcément, c'est très fort lié aux objectifs environnementaux de la CSRD. Vous vous souvenez, il y en avait 5. Ici, il y en a 6 parce qu'il y a tout simplement changement climatique qui a été séparé en 2, tout ce qui est mitigation et tout ce qui est adaptation. Mais sinon, on retrouve tout ce qui est la protection des ressources marines, l'économie circulaire, la biodiversité et forcément la réduction et la prévention de la pollution. Alors, une fois qu'on a regardé cette éligibilité, il faut qu'on respecte 3 critères. Le premier critère, c'est forcément qu'on ait une contribution, que l'activité économique est une contribution substantielle à cet objectif environnemental. On doit faire attention que du coup, même si on participe de manière substantielle à cet objectif, qu'on n'amène pas, j'ai envie de dire, des dommages significatifs à un autre. C'est pas le but qu'on soit très bon dans un objectif et qu'en fait on dégrade la pollution, par exemple. Donc ça, c'est le deuxième critère, do not significant harm. Et le troisième, il y a minimum social safeguard, c'est s'assurer qu'il y a quand même un minimum de standards au niveau des critères sociaux qui sont respectés dans cette activité économique qui est analysée. Et donc, si on répond à ces 3 critères, alors on peut dire que l'activité est alignée, pas éligible, mais elle est alignée avec la taxonomie européenne. Et alors, comme j'avais dit, ça c'est la classification. Et au niveau reporting, il y a 3 choses à faire. C'est le turnover, le capex et les OPEX en termes de pourcentage qu'il faut mentionner dans ces rapports annuels de durabilité. Voilà. Je passe la parole à Sophie pour l'aspect double matérialité. Ok, merci Arnaud. Alors, en effet, donc on a parlé beaucoup dans l'introduction de double matérialité, matérialité financière qui est peut-être plus familier aussi pour certains d'entre vous. Mais donc ce fameux concept de double matérialité, c'est quelque chose que vous allez entendre très souvent. Et donc voilà, on a décidé de passer quelques minutes ensemble sur le sujet. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez vu, la CSRD, la taxonomie européenne, va amener des challenges quand même pour les entreprises. Alors, on voit souvent ces nouvelles législations comme une contrainte, mais il faut aussi voir les opportunités, évidemment, que ces nouvelles législations peuvent apporter. Mais néanmoins, restez honnête, ça représentera un certain challenge. Et pourquoi ? Parce que quand on regarde la CSRD, une obligation pour les entreprises, ça va être de publier un rapport qui va contenir une information non financière qui devra être intégrée avec l'information financière. Et cette information non financière ESG nouvelle sera également auditée, au même titre que l'information financière. Donc c'est quand même un très gros changement pour les entreprises qui peut-être parfois aujourd'hui publient déjà un rapport de sustainability ou un rapport de durabilité. Et dans ce rapport, à l'heure actuelle, on peut encore choisir le contenu. Dans l'avenir, quand l'application de la CSRD sera là, les entreprises ne choisiront plus ce qu'elles vont ou pas inclure dans ce rapport.
Et donc, c'est pour ça que le petit schéma ici représente le fait qu'on voit très souvent le top en parlant de rapport et d'audit de ce rapport. Et évidemment, pour pouvoir arriver à ce résultat, pour pouvoir avoir un rapport de qualité, un rapport qui apporte de la confiance aux parties prenantes externes à l'entreprise, eh bien, il y a toute une série de choses qui doivent se mettre en place dans l'entreprise. Alors, il faudra, sans rentrer dans trop de détails aujourd'hui, mettre en place une gouvernance qui traite des éléments de sustainability. Il faudra revoir ou mettre à jour la stratégie de l'entreprise avec les éléments de durabilité et de sustainability également, qui dans certains cas pourraient impliquer un changement, une adaptation de son business model. Et il faut aussi pouvoir identifier très clairement les impacts, les risques, les opportunités qui sont liés aux activités de l'entreprise. Et en terminant, évidemment, une fois que tout ce travail sera fait, eh bien, informer les parties prenantes externes sur les améliorations d'année en année que l'entreprise va pouvoir communiquer dans le domaine de la sustainability. D'où l'importance d'indicateurs et de targets. Alors, que vient faire la double matérialité dans tout ça ? Eh bien, on l'a dit, les entreprises ne pourront plus choisir si elles veulent inclure des émissions de CO2, leur plan sur la mobilité, les avantages apportés au personnel. L'entreprise va devoir définir, identifier de manière très précise, suivant une méthodologie aussi qui a été bien définie, quels sont les impacts, les risques et les opportunités. Et donc, pour revenir très brièvement, impact, c'est en fait l'impact de l'entreprise, de ses activités sur le monde extérieur. Donc, quels sont les impacts de l'entreprise sur l'environnement, sur la société? Mais à côté de ça, l'entreprise va aussi devoir identifier quels sont les effets du monde extérieur sur les activités de l'entreprise. Et donc, ça, ce sera ce qu'on verra par après, la matérialité financière, la matérialité d'impact. Et donc, la double matérialité, à quoi sert-elle ? Eh bien, elle va permettre d'identifier ces impacts, ces risques, ces opportunités. Elle va permettre d'identifier les indicateurs et donner aussi des consignes quant à l'établissement des cibles que les entreprises vont devoir établir pour ces différentes informations. Donc vous comprenez que la double matérialité a un rôle clé parce que c'est cet exercice qui sera notamment également audité par l'auditeur financier de l'entreprise, qui permettra en fait de définir le contenu de ce fameux rapport. Alors, juste les objectifs pour peut-être rappeler. Donc, on ne choisit plus le contenu du rapport. Il faudra pouvoir inclure dans ce rapport ce qui est vraiment matériel, significatif pour l'entreprise. Et une fois qu'on aura identifié les thèmes qui sont significatifs et matériels, eh bien, il faudra pour chacun des thèmes qui ont été identifiés rapporter une information bien précise. Donc ça, c'est le premier objectif. Donc on a parlé des impacts, des risques et des opportunités. Et un grand changement également, c'est que dans le cadre de cette nouvelle directive, on doit bien entendu rapporter sur les activités internes au périmètre de l'entreprise, mais l'entreprise devra aussi se pencher sur sa chaîne de valeur, en amont, en aval, et devra aussi identifier les points d'impact les plus importants dans cette chaîne de valeur. Donc ça, c'est quand même aussi un changement par rapport à ce qu'on peut voir déjà aujourd'hui en termes de contenu de rapport. Alors, donc nous avons dit double matérialité. Double pourquoi? Parce que justement, il y a ces deux aspects. Donc on a parlé de la matérialité d'impact, donc ce qu'on appelle souvent inside out. Donc ce sont vraiment quels sont les impacts positifs, négatifs, à moyen terme, court terme, moyen terme, long terme de l'entreprise sur le monde extérieur. Et il y a aussi l'autre aspect, la matérialité financière. Quels sont les effets financiers que le monde extérieur va apporter sur les activités, la santé de l'entreprise? Et donc ce sont ces deux perspectives qu'il est nécessaire de regarder pour pouvoir identifier les éléments essentiels que l'entreprise devra inclure dans son rapport. Et pour pouvoir identifier ces deux aspects de matérialité, eh bien, dans les SRS, donc le fameux standard présenté par Arnaud, une méthodologie a été définie pour pouvoir identifier correctement l'information à présenter. Alors très rapidement, parce que le but n'est pas de rentrer dans tous les détails techniques aujourd'hui, comment peut-on en fait décrire ou identifier sa matérialité d'impact ? Eh bien, il faudra pouvoir regarder 3 critères, à savoir l'échelle, donc c'est-à-dire dans quelle mesure l'impact ou le sujet qui sera regardé
aura une gravité ou présentera une gravité ou un bénéfice pour l'entreprise. On devra aussi regarder le scope, donc dans le sens où qui est impacté par ce thème, par ce qui aura été identifié. Est-ce que c'est un nombre d'individus, un nombre de pays? Donc quel va être le scope de cet impact? Et troisièmement, le caractère irrémédiable. Est-ce qu'on va pouvoir remédier à cet impact facilement, difficilement, avec investissement, ou on ne pourra pas du tout y remédier? Donc ce sont, très brièvement, et nous sommes à votre disposition si vous souhaitez rentrer dans plus de détails, mais ce sont les 3 critères combinés à la probabilité qui vont permettre à l'entreprise de définir ce qui pourrait être matériel d'un point de vue impact. À côté de ça, quand l'entreprise aura déjà fait cette étape, il faudra pouvoir identifier les éléments qui sont matériels d'un point de vue financier. Et là, comment le faire? Eh bien, regardez justement si les impacts qui ont été identifiés en amont, dans la première phase, présentent un effet financier. C'est très souvent le cas. Quand on identifie un sujet, eh bien, ce sujet va avoir évidemment un impact et un effet financier. Ce n'est pas systématiquement le cas, mais très souvent ça l'est. Par contre, il faudra compléter l'exercice en regardant aussi le type de dépendance que l'entreprise a. Est-ce que l'entreprise dépend de ressources matières premières spécifiques? Est-ce que l'entreprise dépend de fournisseurs, de partenaires particuliers qui, si un jour la chaîne de valeur est brisée ou si jamais la matière première devient difficile à trouver, présente également un effet financier ou un impact financier sur l'entreprise? Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les 2 aspects. Et c'est aussi la manière avec laquelle l'entreprise pourra présenter de manière visuelle aussi ce résultat de double matérialité. Mais retenez ces 2 perspectives et les critères qui seront utilisés pour identifier chacune d'elles. Alors comment se déroule l'exercice de double matérialité? Eh bien, si on peut résumer 3 étapes principales, la première chose à faire pour l'entreprise, c'est vraiment d'identifier un contexte dans lequel les opérations de l'entreprise ont lieu. Et pourquoi? Parce que il faut pouvoir définir une longue liste de sujets qui peuvent présenter un impact, un risque ou une opportunité. Et il faut que cette liste soit suffisamment complète pour éviter de plus tard dans le processus omettre, manquer un élément important pour l'entreprise. Évidemment, l'obligation n'est pas de rapporter sur tout. Comme vous l'avez vu dans le standard ISRS, il y a quand même toute une série de catégories, il y a quand même pas mal de data points aussi, et donc l'entreprise n'est pas obligée de rapporter sur tout. L'entreprise devra partager l'information sur ce qui est matériel pour elle. Et donc, il faut passer de cette longue liste à cette short list par un exercice de prioritisation, comme on l'a déjà un peu abordé dans l'introduction. Et puis, il faudra, étape importante, que le résultat de cette analyse de double matérialité soit validé par le management de l'entreprise. C'est aussi une responsabilité du management par rapport aux éléments qui auront été identifiés au travers de cette analyse de double matérialité. Donc ça, ce sont les 3 étapes principales qu'on peut évidemment découper. Alors, juste un arrêt sur l'engagement des parties prenantes, parce qu'évidemment, vous avez vu, pour établir cette longue liste de sujets potentiels qui peuvent être matériels ou significatifs pour l'entreprise, eh bien, évidemment, l'entreprise peut faire le travail en interne. C'est très souvent ce qui se passe. Mais ce qui sera demandé aux entreprises aussi, c'est de bien comprendre les perceptions de certains partenaires externes aussi à l'entreprise. Parce que dans le standard, si vous voulez, il y a 2 catégories de parties prenantes qui ont été bien définies, à savoir ce qu'on appelle les affected stakeholders. Donc ce sont en fait les parties prenantes qui peuvent être affectées, impactées par les activités de l'entreprise. Et puis il y a les utilisateurs. Donc ce sont les parties prenantes qui vont regarder le rapport de l'entreprise, qui vont utiliser l'information qui sera incluse dans ce rapport. Et donc, dans cet exercice de double matérialité, il est important que l'entreprise consulte ces parties prenantes. Alors pour l'instant, la méthodologie n'est pas noir sur blanc et laisse beaucoup de flexibilité ou de liberté dans l'exercice. Mais le message clé, c'est de dire qu'il faut pouvoir démontrer que dans l'identification des sujets matériels, des sujets que l'entreprise va inclure dans son rapport, eh bien, il y a quand même une prise en compte
des points de vue de ces différents stakeholders, notamment les stakeholders affectés, les parties prenantes affectées. Voilà, vous avez quelques exemples sur le slide. Alors, juste pour résumer un petit peu le processus, donc bien comprendre ce contexte, donc comment effectuer cette démarche, comment effectuer cet exercice de double matérialité, donc bien prendre le temps d'effectuer la définition de son contexte, la définition des éléments qui pourraient potentiellement être matériels pour l'entreprise. Après, il faut aussi bien penser à documenter la manière avec laquelle l'entreprise fait cet exercice. Donc c'est une démarche en plusieurs étapes où l'entreprise va devoir à certains moments prendre certaines hypothèses également. Et donc c'est très important de documenter ce processus parce qu'encore une fois, en perspective d'un audit futur, ce seront des choses qui seront demandées aussi aux entreprises. Donc prendre le temps de définir la méthodologie, prendre le temps de définir les critères que l'entreprise ou les seuils que l'entreprise a choisis pour chacun des critères, l'échelle, le scope, le caractère irrémédiable, la probabilité, tout ça devra être documenté et donc important de le faire suffisamment tôt dans le processus également. Et puis évidemment, on va aller au travers de l'exercice d'identification des impacts, positifs, négatifs, actuels, potentiels, parce qu'on ne regarde pas uniquement aujourd'hui, on regarde aussi dans le futur, et de définir aussi les risques et les opportunités. Parce qu'en fait, on voit très souvent la démarche comme une contrainte, mais ça peut aussi apporter de nouvelles opportunités pour le business. Alors une fois qu'on aura défini les thèmes qui sont matériels, il faudra pouvoir définir quelle est l'information qu'on va devoir rapporter sur ces différents thèmes. Et là, on en a parlé tout à l'heure, on a des exigences, des recommandations générales, donc à savoir présenter une politique, expliquer la gouvernance sur le sujet, etc. Mais il y aura aussi toute une série d'indicateurs bien spécifiques, et donc il faudra là aussi pouvoir déterminer quelle information sera matérielle, sera significative à inclure dans ce rapport. Et donc, au terme de tout ça, évidemment, c'est de résumer, de valider par le management, de résumer ces informations dans son rapport et de pouvoir intégrer cette information à l'information non financière. Et donc, à savoir, première obligation, première échéance en 2024 pour les entreprises cotées, avec le premier audit en 2025. Pour toutes les autres entreprises, les grandes entreprises, en 2025 pour un audit en 2026. Alors juste pour votre information, si vous vous lancez dans ce processus, si vous êtes intéressé à investiguer un peu comment lancer la démarche dans l'entreprise, nous avons joint ici 3 documents qui peuvent être très intéressants pour vous de consulter, qui sont aussi raisonnables en termes de nombre de pages par rapport à ce qu'on a pu voir pour les autres standards. Donc vous avez en fait la partie ESRS 1 où vous pouvez zoomer sur le concept de double matérialité. Et alors très récemment, l'EFRAC, donc, qui est en fait le groupe de travail aussi au niveau européen qui a défini ce fameux standard européen, a publié une guidance, une note méthodologique sur la double matérialité. Donc là, je vous conseille vraiment d'y jeter un œil si vous vous lancez dans la démarche parce que c'est assez bien fait et ça donne déjà quand même quelques premières indications. Et puis, on a aussi une autre guidance qui a été publiée qui concerne la chaîne de valeur, parce que là aussi, il y a énormément de questions. Que doit-on inclure dans la chaîne de valeur? Qu'entend-on par chaîne de valeur? Et donc là, vous avez aussi quand même toute une série de précisions dans ce document qui peuvent être utiles quand on se lance dans l'exercice. Ces 2 documents font une 40aine de pages maximum, donc voilà, encore raisonnable. Et donc, pour terminer cette partie sur la double matérialité, donc juste revenir, donc l'objectif est vraiment de bien comprendre le contexte en fait dans lequel évolue l'entreprise, bien définir les parties prenantes que l'entreprise va impliquer dans cet exercice, bien documenter l'identification des impacts, des risques et des opportunités, et bien documenter aussi finalement l'information qui va être rapportée par rapport à ces différents thèmes. Sans oublier le processus qui a été utilisé par l'entreprise pour pouvoir mettre en place cette double matérialité,
l'interaction des différents éléments qui ont été identifiés avec la stratégie et le business model de l'entreprise, parce qu'évidemment, si l'entreprise identifie un risque majeur ou un impact majeur, eh bien, il y a une attente de comment cet élément a été pris en compte au niveau stratégie pour pouvoir faire en sorte que l'on gère ce risque ou qu'on profite de cette opportunité. Et évidemment, eh bien, après, allez voir dans les SRS l'information qui sera nécessaire par rapport à ce thème. Voilà, c'est très rapide, mais le but était juste de vous sensibiliser à l'importance de cet exercice de double matérialité. Si vous en entendez parler, voilà, sachez un petit peu ces deux perspectives et évidemment à votre disposition s'il y a d'autres questions. Merci. Merci. Pour terminer, en espérant pas vous avoir perdu avec toutes ces informations-là, on voulait terminer du coup sur notre approche pour vous expliquer comment nous, est-ce qu'on accompagne nos clients à naviguer toutes ces différentes régulations qui arrivent et comment être prêts quand elles vont entrer en vigueur dans les années à venir. Sur le slide qu'on voit ici à l'écran, on a donc notre roue, qui est l'approche qu'on a développée dans notre service de Climate Change and Sustainability Services, qui est basée du coup sur deux étapes clés. Donc la première qu'on voit sur la partie en jaune, qui est le EY ESG Suite et qui est basé sur un outil interne qu'on a, qui nous permet de screener du coup les requirements légaux. Et la deuxième partie en gris, qui est une partie plus stratégique et en fonction qui découle du résultat du coup de la première. Donc on va laisser chaque module pour essayer de vous aider à naviguer cette roue. Le premier module du coup par lequel on commence, c'est souvent voilà, le classique de kick-off avec la partie la plus importante qui est le legal screening, donc un scope assessment pour comprendre vraiment quelles entités vont rentrer dans le scope de la CSRD, quand est-ce qu'elles vont devoir reporter et en quelle année. Comme Arnaud l'a mentionné tout à l'heure, il y a certaines entreprises qui vont devoir commencer dès 2024, 2026, peut-être qu'après l'entreprise mère va être affectée plus tard. Donc c'est ce genre d'informations qu'on regarde au début pour qu'on soit sûr de bien définir le scope avant de rentrer dans les détails. Ensuite, on passe au module 2 qui est du coup le Maturity Assessment. On va screener rapidement l'entreprise, voir quelle est la connaissance de l'entreprise par rapport aux critères ESG et où est-ce que vous en êtes au moment où le projet commence, pour ensuite pouvoir faire le deep dive dans la double matérialité. Donc ça va nous servir d'input pour construire cette longue liste dont parlait Sophie et ensuite passer par chaque étape pour déterminer la matérialité, impact, financière, etc. Ce qui nous permettra du coup de définir les ESRS qui sont matériels pour votre entreprise et passer au module suivant de Gap Assessment où là on ira vraiment Disclosure Requirements par Disclosure Requirement, donc chaque paragraphe de la législation qui a été rentré dans notre outil et qu'on pourra screener en fonction des documents et de ce que vous avez déjà en interne et voir ce qui est possible d'être publié quand la législation sera en vigueur. Donc, au terme de ces 4 premiers modules, normalement, on vous remet un délivrable vraiment d'une gap analyse, donc avec des recommandations, un peu la photo actuelle de où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et où est-ce qu'il faudra être quand la CSRD rentrera en vigueur. Et on passe du coup à la deuxième partie, ce qui est plutôt stratégie, où on commence avec une roadmap où on peut faire des priorisations du coup de tous les disclosure requirements, voir ce qui peut être dans le premier rapport, ce qui peut être les ambitions pour l'année à venir ou les années jusqu'à 2030, 2040 en fonction de la volonté de l'entreprise, faire un peu une roadmap et des targets. On peut également vous aider ensuite sur le monitoring et le déploiement de cette stratégie en fonction de ce que vous avez déjà en place, s'il y a déjà des outils informatiques pour la collecte de données ou ce genre de choses, ou s'il faut venir vous aider sur ce point-là. Et ensuite, le dernier module qui est le but aussi de la CSRD, c'est la publication de ce rapport pour vous aider aussi, que ce soit sur la structure ou sur le contenu, le design, etc., à être prêt pour la publication du premier rapport en fonction de l'année de la CSRD. Donc voilà notre approche générale, elle est évidemment modulable en fonction du niveau de maturité de chaque entreprise. Il y a des entreprises, on voit, qui ont déjà commencé la double matérialité avant que les FRAG publient la dernière rapport, donc on peut également faire un review pour être sûr que les étapes sont bien suivies et qu'on se base sur les bons ESRS pour la gap analyse, etc.
Donc voilà comment elle est structurée du coup plutôt en deux parties. Pour la première partie, comme je vous le disais, on a du coup un outil, comme on peut le voir sur l'écran, quelques exemples du coup de délivrables. Pour la première partie, le Maturity Assessment, où on va avoir un scoring vraiment très high level de tous les ESRS, qui va servir d'input pour le Materiality Assessment, dans lequel on va regarder chaque étape de la double matérialité, voir quels stakeholders on prend en compte, etc. Et qui servira ensuite à son tour d'input pour le Gap Assessment, où là, on va pouvoir regarder seulement les ESRS qui concernent votre entreprise. Donc ça, c'est pour la première phase. Et ensuite, une fois qu'on a cet output de l'IHG Suite, on peut vous aider, du coup, comme on disait, sur la partie un peu plus stratégie. Et les deux choses qu'on voulait relever aujourd'hui rapidement, c'était le E1, donc, qui est le CRS environnement sur le climate change, qui est celui qui revient avec S1, du coup, own workforce le plus souvent. Toutes les entreprises, ou presque, sont concernées par le changement climatique. Et donc, on voit que c'est souvent sur ces points-là qu'on les accompagne à terme de ces 4 premiers modules, que ce soit pour la première partie de l'ESRS E1, du coup, sur le climate risk modeling. C'est vrai que c'est un des disclosure requirements. Les ESRS demandent aux entreprises de faire une analyse de risque en fonction des changements climatiques, de regarder du coup voilà quelle est l'exposition de l'entreprise en fonction de ses sites, de sa taille, de son revenu, etc. Donc on a un outil également EY Cap dans lequel on peut mettre tout cet input et sortir comme output en fonction des différents scénarios, comme Arnaud mentionnait au début, 1.5, 4 degrés, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour votre entreprise et pour ces sites en particulier? Donc ça, c'est la première partie du coup du climate change qui intéresse souvent nos clients parce que ça concerne presque du coup toutes les entreprises. Et la deuxième partie, ça va être cette construction d'un plan de décarbonisation. Comment est-ce qu'on arrive du coup à réduire ses émissions? Comment est-ce qu'on set ses targets? Donc voilà un peu notre approche rapidement aussi. Commencer évidemment par le calcul, parce qu'on ne peut pas du coup tacler ce qu'on ne mesure pas. Donc on mesure déjà le scope 1, 2, 3, ce que disait Arnaud, donc les émissions de l'entreprise et de sa chaîne de valeur si c'est déjà possible de le faire. Et ensuite on va pouvoir voir les différents scénarios, les différents goals que l'entreprise veut se mettre, que ce soit plutôt ambitieux ou pas. Faire également des goals intermédiaires qui est demandé par le SBTI, et ensuite faire un plan de réduction des émissions en fonction du secteur de l'entreprise, et après voir en dernier la compensation et la stratégie pour enlever les dernières émissions carbone. Voilà en très rapidement ce qu'on peut faire pour vous aider pour le SRS E1. Et la dernière chose pour du coup clôturer ce package un petit peu pour la compliance, qui est du coup la taxonomie européenne. C'est vrai que les entreprises ont tendance à quand même se focaliser sur la CSRD et à commencer à regarder un petit peu le reporting. C'est vrai que ça fait peur, qu'est-ce qui va faire partie de ce rapport, et c'est une grosse partie. Mais une grosse partie également, c'est la taxonomie européenne, parce que comme Arnaud le disait tout à l'heure, il va falloir publier du coup ces pourcentages d'éligibilité et d'alignement, CAPEX, OPEX et turnover. Donc on accompagne également les entreprises là-dedans avec cette approche en 5 étapes. On va revérifier que les entreprises ont bien identifié leur activité, parce que c'est vrai que les entreprises parfois peuvent avoir tendance à dire qu'elles ne sont pas éligibles à la taxonomie européenne. Donc on va regarder ça. Et ensuite, on va regarder les 3 critères mentionnés par Arnaud pour être sûr qu'après, on peut regarder l'alignement et que l'alignement soit bien correct par rapport à la taxonomie européenne. Voilà, je pense qu'on a encore un peu de temps pour les questions. Voilà, donc merci Léo. Est-ce qu'il y a des questions sur un des sujets qui a été mentionné, ou une clarification? Oui, madame, là-bas. J'ai pas vu. Bonsoir, je travaille à l'Union Wallonne des entreprises. J'ai une question très générale avant peut-être des questions plus spécifiques de la salle. Il y a beaucoup d'entreprises ces dernières années qui ont fait déjà des reporting ESG et qui se sont basées soit sur le GRI, le Global Reporting Initiative, soit sur les ODD, SDGs, les objectifs de développement durable, soit par exemple aussi parce qu'elles se sont lancées dans une certification B Corp. Donc est-ce que vous pouvez donner un petit éclairage là-dessus par rapport à tout ce que vous avez dit ce soir? Merci.
Ok, merci. Oui, en effet, donc ici, ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est un focus européen avec le ESRS, le European Sustainability Reporting Standard. Et donc, en effet, il existe aussi des standards internationaux, comme vous l'avez cité, le GRI, le TCFD, etc., sans rentrer dans trop de détails. Et donc, évidemment, il y a en ce moment, de toute façon, des discussions d'alignement entre standards. Et aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'une entreprise qui a travaillé sur base du GRI, qui a une certification B Corp, qui a fait le CDP, le TCFD, eh bien, est déjà bien avancée dans sa démarche vis-à-vis de l'ESRS. Donc, il n'y a jamais rien de perdu, ça certainement pas. Alors, il y a un alignement, en tout cas, qui est pour l'instant en cours. Mais par exemple, la grosse différence avec le GRI, c'est que la GRI prend seulement en compte la matérialité d'impact, par exemple, et pas la matérialité financière. Donc, l'ESRS va un peu plus loin. Donc, le standard européen va un peu plus loin en combinant certains éléments d'autres standards internationaux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une entreprise qui s'est déjà lancée dans cette démarche est déjà bien avancée aussi pour l'ESRS. Une autre question ? Bonsoir. Ma question en fait est assez pragmatique. J'imagine que vous accompagnez pas mal de sociétés déjà dans toutes ces démarches. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un benchmark des ressources nécessaires pour une société en termes de full-time equivalent ou de durée d'investissement pour la partie, je dirais, plus préparatoire, audit, et puis après en rythme de croisière, probablement que personne ne l'a atteint forcément, puisque ces réglementations interviennent qu'à partir de l'année prochaine, au mieux. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une indication, parce qu'après tout, pas mal d'entrepreneurs aussi doivent pouvoir un peu anticiper, planifier des ressources, et que tout ne peut pas être externalisé. Ok. C'est une très bonne question, une question aussi qui n'est pas facile et pour laquelle malheureusement on n'a pas de réponse non plus noir sur blanc. Ce que je peux dire en fait, c'est que évidemment à terme, étant donné l'importance de cette information que l'on dit non financière ou ESG, bien, à terme le but c'est quand même d'avoir une fonction au sein de l'entreprise qui sera en charge de ce sujet, comme on peut le voir aujourd'hui pour l'information financière, en fait. C'est pour ça qu'évidemment, dans certains grands groupes, on a déjà une fonction qu'on appelle CSO, où là, on a déjà un Chief Sustainability Officer, mais qui, évidemment, pour des entreprises de taille moyenne ou des entreprises familiales, n'est pas réaliste aujourd'hui. Alors, ce qu'on a oublié aussi peut-être de mentionner, c'est qu'il y a évidemment une obligation d'aller au travers d'une méthodologie, il y a une obligation d'avancer pour cette mise en conformité, mais il y a quand même aussi une flexibilité qui sera laissée aux entreprises dans le sens où le but c'est de se mettre en conformité, mais aussi d'expliquer en fonction des ressources que l'entreprise a à sa disposition, ce qu'elle pourra faire la première année, la deuxième, la troisième, etc. Donc voilà, donc je dirais... répondre en termes de full-time, de temps plein, etc., c'est très difficile, d'autant plus qu'aujourd'hui, quand on travaille avec les entreprises, on n'a pas non plus toujours une fonction dédicacée en termes de personnes de contact. Donc on est obligé de travailler avec la finance, de travailler avec la sustainability quand on a quelqu'un, de travailler avec le sécurité en fonction des indicateurs sur lesquels on travaille. Mais c'est vrai que ça demandera, en tout cas au cours des 2 prochaines années, d'investir en termes de temps, en termes de ressources, d'avoir un point central, un gestionnaire de projet finalement au sein de l'entreprise qui va mettre tout ça en place. Donc ça pourrait être certainement peut-être pas un full-time en fonction de la taille de l'entreprise encore et de la complexité du secteur dans lequel se trouve l'entreprise, mais en tout cas ça demandera la création de nouvelles ressources, oui. Ou de nouvelles qualifications pour certains profils aussi existants au sein de l'entreprise. Alors juste peut-être pour complémenter ça, il y a aussi cette histoire de, par exemple, la double matérialité dont on parle beaucoup comme exercice. C'est un exercice à faire si, par exemple, il y a des nouveaux sujets matériels qui arrivent. On peut imaginer une entreprise qui rachète une autre entreprise avec un business un peu différent, dont, par exemple, la biodiversité devient matériel à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on refait une double matérialité. Ce n'est pas un exercice spécialement qu'on doit faire chaque année non plus. Et donc ça permet aussi, enfin, en quelque sorte, c'est pour ça
ça que le benchmark n'est pas facile. Ça dépend de ce type d'exercice. Un gap analyse, une fois qu'on l'a fait une fois, ben voilà, on va vraiment dans le détail des textes légaux. Donc, on a vraiment une vision 360 degrés de la maturité de l'entreprise. Et là-dessus, on peut déjà avancer avant de se redire où est-ce que j'en suis, où est mon score. Donc, il faut aussi le voir un peu comme un chemin sur les plusieurs années, parce qu'à mon avis, peu d'entreprises vont pouvoir être parfaitement répondre à tous les data points s'il y a beaucoup de sujets matériels dès la première année. Ça demande certainement, comme vous le dites, beaucoup de ressources en interne si on veut, voilà. Et peut-être juste pour compléter, l'important c'est de bien documenter, d'informer. Si les choses ne sont pas mises en place la première année, d'expliquer le pourquoi et de faire en sorte évidemment que les années suivantes ça le soit. Mais donc il y aura une flexibilité, comme je le disais, qui sera laissée en tout cas au début. D'autres questions? Tout est clair pour tout le monde? Alors, oui, donc c'est en termes de pénalité, enfin je suppose que la question est peut-être liée en termes de pénalité si on ne met pas en place, je suppose que c'est ça. Oui, bon voilà, par exemple, évidemment, on voit déjà qu'aujourd'hui, la FSMA, par exemple, regarde les rapports produits par les entreprises et émet déjà des remarques par rapport aux informations non financières qu'on peut y retrouver. Donc c'est sûr que la FSMA sera certainement un acteur qui regardera cette information, qui viendra aussi avec des recommandations. Et puis, de toute façon, cette information sera auditée aussi. Donc, il y aura l'auditeur qui aura aussi un regard sur cette information et qui devra émettre des conclusions, une opinion, en fonction de la conformité, l'aspect complet de l'information. Donc, il y aura quand même plusieurs regards externes sur cette information. En termes de pénalité, évidemment, c'est trop tôt pour le dire, mais la première pénalité, c'est aussi la réputation de l'entreprise, hein, de ne pas être prête à temps, d'avoir une opinion négative. Voilà, c'est quand même aussi, ça peut être très impactant aussi pour ces activités. Oui. En introduction, on a parlé effectivement des asset managers et aussi du fait qu'à un moment donné, le secteur bancaire va devoir sélectionner ses investissements ou ses prêts ou allouer les ressources financières vers des activités durables. Est-ce qu'on va avoir aussi la même obligation au niveau des États? Je pense par exemple aux subventions en investissement, etc. Est-ce qu'on risque aussi d'avoir le même impact à ce niveau-là? Disons que oui, hein, ce sera évidemment la même chose. D'ailleurs, dans la taxonomie, Arnaud l'a mentionné, les États membres aussi vont devoir aussi rapporter. Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment de diriger le financement vers des activités qui sont dites durables. Alors, monsieur disait dans l'introduction vert. Qu'est-ce qu'on entend par vert? Eh bien, justement, la taxonomie, c'est l'objectif principal. C'est de dire, quand on dit que mon business est durable, quand mon investissement est durable, comment puis-je le prouver? Eh bien, justement, parce que j'ai fait cet exercice d'alignement avec la taxonomie, et tout le monde aura la même base. Et donc, les États, au même titre que les entreprises, au même titre que les institutions financières, seront soumises aux mêmes obligations, avec un langage commun qui sera cette fameuse taxonomie européenne. Oui. Merci. Je me permets une deuxième question, presque pratique, mais pas évident du tout, il me semble. C'est dans les impacts outside in, hein, donc le monde extérieur sur l'entreprise, les risques à identifier pour le futur. Vous avez indiqué le terme de Global Meta-Trends. Comment est-ce qu'une entreprise peut déterminer des enjeux globaux? Quelles seraient les conséquences sur son activité? Et ça me semble... Alors là, je me dis, c'est vraiment une question générale qu'on pourrait peut-être, notamment à l'Union wallonne des entreprises, se saisir pour aider les entreprises à trouver les sources et pouvoir traduire ça sur leurs opérations, leurs activités. Ça me semble un enjeu fondamental, puisque c'est en effet une des valeurs ajoutées de la réglementation. Enfin, en tout cas, c'est une contrainte ajoutée. Ok.
Oui, d'accord, ok, pas de souci. Donc en fait, c'est toute la difficulté, en effet, c'est que la législation demande aussi de se projeter dans le futur, et donc ça, c'était toujours un exercice assez difficile, et c'est pour ça qu'il faut fonctionner avec des scénarios, hein, on en a parlé dans le cadre notamment des risques liés au changement climatique, il faut pouvoir prendre des hypothèses, il faut pouvoir émettre plusieurs scénarios dans lesquels l'entreprise va évoluer et pour chacun des scénarios, pouvoir essayer d'évaluer les différents effets, notamment financiers, qui se présenteront. Là, les sources sont variées en termes d'input. On a parlé tout à l'heure pour la définition de ces scénarios du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, on a l'agence de l'énergie, donc on a quand même des sources neutres, scientifiques, externes, qui permettent aussi de donner de l'input pour les entreprises, pour pouvoir permettre aux entreprises de se projeter et de pouvoir anticiper quels pourraient être justement les effets de ce monde extérieur sur les activités. Oui, et alors peut-être juste pour complémenter, alors j'avais pas mis le slide ici, mais si vous regardez les rapports du World Economic Forum, ils font des rapports par rapport aux risques globaux chaque année. Et si vous allez voir celui de 2013 et 2023, il est assez parlant parce que 2013, on parle beaucoup de choses économiques, et en 2023, tous les top 10, les trois quarts, c'est environnement. Et donc, je pense qu'il y a cette histoire aussi de se dire que ces risques globaux, en fait, ils changent. Ils ont changé en 10 ans. En 2030, ce sera encore différent. Et donc, voilà, c'est un exercice dynamique, comme cette histoire de double matérialité qui doit être aussi un exercice dynamique. Et donc, tous ces impacts-là, certes, ne sont pas faciles. Certes, il faut faire des scénarios, comme a dit Sophie. Mais c'est en faisant ce type d'exercice qu'on arrive à mieux cerner. Et c'est certain que cette étape ici, avec la CSRD et cette étape double matérialité, c'est un passage de 0 à 1. Et la première fois qu'on le fait, c'est beaucoup plus compliqué et on n'est certainement pas parfait. Et que c'est au fur et à mesure qu'on améliore les choses. C'est ouvert? Oui, voilà. Bien, je me permets une petite parenthèse dans cette conférence, principalement à destination des clients du centre corporate de CBC. Je demande une excuse pour les autres. Mais en fait, après 44 années de carrière, dont 37 chez CBC, j'ai décidé de passer à autre chose. C'est un choix de vie. J'ai décidé de m'occuper de mes petits-enfants et de beaucoup d'autres choses. Et donc, je tenais à vous en informer aujourd'hui et à vous présenter surtout celui en qui j'ai toute confiance pour reprendre les rênes du corporate en Wallonie, Nicolas, à qui je cède la parole pour la conclusion. Tout d'abord, mais je vais évidemment remercier Michel pour ces longues années. D'habitude, je tais le nombre exact par sympathie pour lui, mais il le dit lui-même. Pour ces longues années passées au service de CBC. Et surtout, ce qui caractérise Michel, c'est au service de ses clients. Et être au service de ses clients, c'est aussi vous aider, vous soutenir dans ce monde réglementaire en constante évolution. Comme on a pu le constater ce soir, les règles en matière de reporting sur la durabilité, ça va impacter fortement vos entreprises. Et des partenaires tels que EY, et vous en êtes la parfaite illustration ce soir, tant que EY que CBC ont investi dans la formation et le développement de ces compétences au sein de leurs entreprises. Donc n'hésitez pas à les utiliser pour faire de ce gros défi, qui est clairement un gros défi, pourquoi pas une opportunité de croissance. Donc voilà, donc n'hésitez pas, on est là pour ça, et on l'a bien vu ce soir qu'on a des personnes compétentes sur la question. Et enfin, je voudrais remercier évidemment EY pour la parfaite présentation, l'équipe Sustainability et Corporate de CBC pour l'organisation, et bien sûr, vous pour votre participation active à ce séminaire. Et je vous invite d'où on vient tout à l'heure, donc ça s'appelle le Village, à prendre un verre et pourquoi pas encore discuter de ces problématiques ou d'autres, si vous souhaitez, avec nous. Merci beaucoup.